Et alors, c'était comment le Yukon? Raconte-nous. Oui, c'est comment le Yukon? C'est où le Yukon? Au nord du Canada, à côté de l'Alaska. On dit Yukon, et c'est un vaste sujet car il s'agit d'une région pleine de contrastes. Des températures de plus 25 à moins 40 degrés, des glaciers au marécage, d'un ciel bleu au ciel délavé, des forêts d'épinettes à la toundra, du pétrole et des lacs, de la faune et de la flore, du plomb et de l'or. Voilà pour le décor. En 1898, d'innombrables pionniers ont entrepris l'ascension du Chilkoot Pass, la principale voie d'accès pour le Klondike. Au temps de la grande ruée vers l'or, l'impitoyable sirène du Grand Nord, attirant par milliers dans son giron glacé les prospecteurs désespérés. Au-delà de ce passage, il y avait sûrement de l'or, des montagnes d'or. Mais au-delà de ce passage, c'était l'enfer, en beaucoup plus froid. Certains s'écroulaient épuisés au bord du chemin, d'autres perdaient courage et faisaient demi-tour. Mais les braves, eux, continuaient. C'est là, à l'extrême bout de ce bout du monde, qu'arrivèrent plus de 50 000 aventuriers affluant de partout. Mais avant d'atteindre leur rêve incertain, ils devaient encore affronter d'innombrables dangers comme la traversée des lacs, des cours d'eau impétueux et défier les animaux sauvages. Inutile ici de vous retracer toute l'aventure vécue de cette épopée, mais pour atteindre cet or si convoité, l'afflux massif de ces hommes vers les champs aurifères du Klondike dépassa complètement la capacité des quelques bateaux à aubes qui circulaient alors sur le fleuve. En l'été 1897, les bateaux des 30 nouvelles sociétés furent ajoutés à ceux qui offraient déjà des services. Et à la fin de la saison, 60 nouveaux bateaux naviguaient sur le fleuve Yukon. Un grand nombre de ces nouveaux bateaux circulaient sur le cours inférieur du fleuve à partir de Saint-Michael, en passant, comme ici, par le Maïs Canyon, pour atteindre Whitehorse, puis il restait à naviguer 740 km sur le cours supérieur du Yukon, jusqu'à la ville minière de Dawson City, alors en pleine expansion. Le White Pass on Yukon Railway a été fondé en 1898. La ligne à voie étroite qui était destinée à relier Skagway à Whitehorse a été complétée durant l'été 1900. Sa construction s'est avérée un cauchemar en raison des conditions géographiques et climatiques difficiles. Après la mise en place de 110 miles de voies et la mort de 30 travailleurs, les pionniers pouvaient enfin atteindre Whitehorse, terminus de la ligne, mais cette ville n'était qu'une étape pour gagner Dawson City. Premières Nations sont ainsi appelés aujourd'hui les premiers habitants de cette région. Leur présence dans le Yukon remonterait à 25 000 ans
voire même davantage. Constitué d'un petit groupe de tentes dans les années 1890. La ville de Whitehorse se développa très vite pour devenir un centre de commerce de fourrure et de chasse. Dès la ruée vers l'or, elle était également un important centre d'approvisionnement. De nos jours, elle dépend financièrement du gouvernement et du tourisme. C'est en 1951 qu'elle devint la capitale administrative du Yukon. Comme ces chercheurs, nous irons également en direction du sud et puis du nord. Pour nous aussi, c'est un rêve de partir à la découverte de cette contrée. Hélas, comme nous, vous ne verrez malheureusement dans ce film ni l'or, ni le lynx, ni le renard, ni la martre, ni l'ours noir, encore moins le grizzly, et bien d'autres animaux trop bien dissimulés dans ces forêts d'épinettes et de feuillus, souvent impénétrables. La route que nos vacanciers empruntent en sortant de Whitehorse a été réalisée conjointement avec les Américains lors de la dernière guerre mondiale. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Au sud, nous n'avons quasiment rien vu, si ce n'est des mouflons. Mais ils ne bougent pas? Eh bien non, ce ne sont que des leurres pour attirer l'attention des touristes dans un centre d'interprétation. Mais nous allons tout de même vous les présenter. Regardez bien dans la pente. Là. Vous voyez? Non? Eh bien découvrez. Pas mal, non? Vous percevez des mouflons au pelage presque noir, appelés le mouflon de Stone ou le mouflon de Dalle à pelage noir. Les mouflons noirs et les mouflons blancs de Dalle se mêlent peu à peu. Le curieux produit de tels croisements est connu sous le nom de mouflon de fanin. Le mouflon de Dalle à pelage blanc se rencontre en Alaska, au Yukon et dans l'ouest du district de Mackenzie. Après le sud, direction plein nord, avec le secret espoir de rencontrer des animaux cette fois. Et la chance va enfin nous sourire. Attirés par la beauté du site, nous nous arrêtons pour admirer un vol d'oies du Canada et, à notre grande surprise, un orignal mâle avec sa femelle. Discrets, ils resteront à bonne distance. Surpris au bord de la route, ce jeune orignal mâle en reste déconcerté. Le temps pour nous de l'observer. Et juste au-dessus de lui, un jeune aigle pêcheur, un aigle pigargue à tête blanche. Un arrêt obligé pour passer la nuit dans un camping d'État. Après une journée passée en plein air, ça vous donne faim. Alors l'apéro suivi de
Je vous laisse deviner. Génial. Regarde ce con là, il a dans le cornet. T'as vu? Hé Grosy, Grosy, il est dans le cornet ce con là. Ici, il ne faut rien laisser traîner. Si ce n'est pas l'ours ou un autre animal, c'est un jet qui vient vous chaparder votre nourriture. Viens mon gars. Viens. Voilà. La route serpente le long des fleuves et des rivières. À chaque tournant, nous sommes éblouis par les couleurs d'automne qui s'installent et la promesse d'arriver bientôt à la ville mythique des chercheurs d'or. Dawson City, ville de tous les fantasmes. En 1898, la population était de 40 000 habitants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 000 environ. Quant au cimetière, il ne reste que des chimères pour les morts. Et pour les vivants, des vestiges de la ruée vers l'or. La ville de mon enfance. Mon père vint s'y établir au tournant du siècle. C'est un endroit tranquille. Quelques magasins, un restaurant. Les vieux prennent l'air sur la véranda de l'hôtel. Assis au soleil, ils aiment à évoquer le bon vieux temps. Il faut vous dire qu'en dépit des apparences, cette ville où j'ai passé mon enfance ne ressemble à aucune autre au monde. Ce nom de Dawson City vous dit-il quelque chose? Le Klondike, la ruée vers l'or. Non, on ne verra plus jamais ça. Chaque été, au moment où les graines d'épilobe voltigeaient au-dessus de la vallée du fleuve Yukon, mes compagnons et moi errions parmi ces bâtiments en ruine. Certains étaient à l'abandon depuis 50 ans déjà. À la belle époque, me disait mon père, on pouvait acheter de tout à Dawson. Des huîtres aussi bien que des jumelles de théâtre, et pour leur pesant d'or, jusqu'à des vedettes de musical. Non, ne riez pas, cela s'est vu. Et Christophe Johansson, l'homme de Whiskey Hill, aurait pu vous en parler. Dans cette foule bigarrée où s'affrontaient toutes les nationalités, tous les États de l'Union, toutes les provinces du Canada, si les honnêtes gens ne manquaient pas, les chevaliers d'industrie, eux, foisonnaient. Ils s'affublaient des noms les plus bizarres, du genre de Evaporated Kid, le petit évaporé, ou Calamity Jane, Jeanne la calamité. Avec un peu d'astuce ou de sang-froid, qui en une semaine ne pouvait faire fortune à Dawson? Le plafonnage des prix n'existait pas. Un œuf frais coûtait 2 $, un verre de lait 5 $, une demi-bouteille de champagne 30. Dawson roulait sur l'or. Voilà comment les choses se passaient dans ce temps-là. Le vin coulait à flot, on pouvait en remplir sa baignoire, on pouvait même, horreur, payer des filles pour s'y plonger. Dans l'allée du paradis,
était agressivement affiché le nom des demoiselles de petite vertu. Des noms comme Montréal Marie ou Spanish Jeannette. Les toilettes de ces dames arrivaient directement de Paris. La ville de l'or ne pouvait décemment pas lésiner sur la qualité. Pourtant, je jurerais que les choses n'y ont pas changé. Les vieux sont toujours là au soleil, ressassant leurs vieilles histoires. Et les bons moments, ceux dont ils se souviendront longtemps, auront été finalement les moments les plus difficiles. La découverte soudaine d'une paillette au fond de la bâtée les aura moins marqués que les heures amères passées dans le défilé à se morfondre au vent du nord. Cette rude bataille qu'a été la ruée vers l'or a fait pas mal de victimes. Mais les survivants ont tout de même gardé dans la mémoire des moments qui ne se regrettent pas. Quand on a conquis son Eldorado. Où l'humain passe, tout trépasse. L'homme n'en a jamais assez. Il a creusé si profondément dans le lit des rivières pour y chercher l'or qu'il en a laissé une pollution visuelle. Mais la nature est la plus forte et reprend le dessus. Des petites étendues d'eau se sont formées qui font aujourd'hui le bonheur de diverses espèces aquatiques. Et si le calme est revenu, ce n'est pas pour déplaire à ces grèbes joues gris, ni pour le discret huard à collier. Quant à l'aigle pêcheur, que peut-il bien guetter? Peut-être une proie pour son prochain repas. Et cette pie? Mais avant de quitter la région, et si vous avez par malheur tout perdu au casino de Dawson City, vous aurez peut-être la chance de trouver une pépite en allant faire un tour à la drague numéro 4. Elle se repose sur le ruisseau Bonanza, près de l'endroit où elle a cessé ses activités en 1959. Moteur électrique, 42 mètres de long sur 21 de large, d'une hauteur équivalente à 8 étages et pesant plus de 3000 tonnes. Les dragues à minerai. Ces monstres mécaniques furent pendant 60 ans le symbole d'une nouvelle ère dans l'exploitation minière du Klondike. Une nouvelle technologie et des hommes nouveaux firent leur apparition. Non plus seulement des mineurs en combinaison de travail, mais des hommes d'affaires, et apportaient cette nouvelle méthode d'extraction, le dragage. En 1898, à l'époque de la ruée vers l'or au Yukon, des milliers de chercheurs ont gratté le fond des ruisseaux, dans l'espoir d'y trouver de l'or. Ils croyaient en avoir peu laissé, mais grâce à l'emploi d'un matériel approprié, l'exploitation de ces terrains aurifères demeure rentable. Le fonctionnement des chantiers de lavage est toujours le même. Le gravier aurifère est lavé dans un système d'auge inclinée. L'eau emporte le sable plus léger et dépose l'or plus lourd au fond. Des rifles, sortes de paillassons, retiennent les particules d'or. Il n'y a qu'à vider périodiquement ces rifles pour obtenir la poudre d'or. À Hunker Creek, Quartz Creek, Bonanza, Sulphur et Eldorado, 2 fois la semaine, on fait la cueillette. Et l'or est transporté à Bear Creek.
Cette fois, nous en avons bien fini avec le bitume. Nous quittons la route numéro 2 pour prendre la piste sur notre gauche et faire le plein à la station-service. Le prochain ravitaillement se trouve à plus de 450 km sur la Dempster Highway, en direction d'Eagle Pass, juste avant le cercle polaire. Sur cette piste, nos camping-cars secouent de plus en plus dans un concert de casseroles et de portes mal jointes. Un vrai bonheur. Cette aubade nous est offerte par Fraserway, notre agence de location. Le ciel devient de plus en plus incertain. L'automne est cette fois bien installé. Malgré cela, notre voyage est ponctué de beaucoup d'arrêts. D'une part pour remplir nos poumons d'air frais, et d'autre part humer le parfum de la forêt tout en contemplant ses habitants, aussi petits soient-ils. C'est le dernier moment pour cet écureuil roux de se nourrir des bienfaits que lui procurent les cônes des épinettes. Il les stocke en automne pour les utiliser en hiver et au printemps lors de la reproduction. C'est la base de son alimentation. Tout à côté de lui, des copeaux d'arbres rongés par des voisins. Et ils sont là. Ils font des allées et venues pour approvisionner leur garde-manger eux aussi. Alors prenons le temps de contempler ces castors. Quant à l'entretien du barrage, il est journalier, surtout avant le gel. Quant à la rivière qui alimente le plan d'eau, elle fait le bonheur de cet harlequin qui a quitté les eaux salées au printemps pour se reproduire ici. Il plonge au fond des cours d'eau à la recherche de sa nourriture. C'est une espèce en voie de disparition sur la côte atlantique. Le jour décline. Ici, le temps passe bien vite. De retour sur le plan d'eau des rongeurs. Pas de chance. Alors laissons le calme agir. Au petit matin, moins 3 degrés. Cette fois, c'est l'hiver qui se rapproche à grands pas. De l'or! De l'or! Nous en avons trouvé aussi. Des scientifiques voulaient déterminer la quantité d'énergie que les écureuils roux du Yukon dépensaient pour défendre leur territoire. L'étude a abouti à une conclusion inattendue.
Les bébés écureuils naissent en moyenne 18 jours plus tôt au printemps qu'il y a 15 ans. Une seule explication possible. Le réchauffement climatique incite désormais les écureuils à se reproduire plus vite au printemps parce qu'il fait moins froid. Du jamais vu jusqu'à ce jour chez les mammifères sauvages. De même chez les caribous, dont les conditions de vie sont étroitement liées aux facteurs climatiques. Selon les prévisions qui annoncent une augmentation de l'humidité, les profondeurs de la neige seront de plus en plus importantes. Le caribou devra consacrer plus de temps et d'énergie à la recherche de sa nourriture. Cette épaisseur accrue de neige nuira également au déplacement. Si le caribou se nourrit mal, sa condition physique se détériorera et les femelles auront plus de difficultés à mettre bas. La capacité de prédire les effets du réchauffement climatique devrait permettre l'élaboration de stratégies d'adaptation pour la protection de l'habitat du caribou. Eh bien, tout cela n'est pas très réjouissant. Direction cercle polaire arctique. À défaut d'aurore boréale, nous vous offrons cet arc-en-ciel. Nous sommes arrivés au but que nous nous étions fixés quelques jours auparavant. Au-delà de ce point, sorte de frontière mythique et virtuelle, c'est l'inconnu pour nous. Encore une région à découvrir. Le lendemain, nous faisons demi-tour avec la sensation de n'avoir vu que très peu d'animaux sauvages, certainement trop occupés à se nourrir avant l'hiver. Que voulez-vous? Ils ne nous attendent pas au bord de la route juste pour le plaisir de se faire tirer le portrait. Pour cela, il faut du temps. Et en vacances, on en manque souvent. Alors parfois, il faut se satisfaire d'une réserve, ou pourquoi pas d'un guide. Pour ces derniers jours à passer au Yukon, la forêt nous gratifie de son été indien. Et ce n'est pas ce chien de prairie qui va nous contredire. Nous sommes dans la réserve du Yukon Wildlife Preserve. Sa mission ? Promouvoir l'éducation, la conservation et la reproduction de la faune et de la flore arctique en vue de sa préservation. Toujours attentif par tout ce qui se passe autour de lui, comme ce bœuf musqué d'ailleurs. Exterminée au XVIIIe siècle et réintroduite dans le territoire entre 1960 et 1970, la population s'est aujourd'hui élargie. Le mâle adulte a des cornes dont la base très massive sert de butoir au cours des combats permettant de déterminer le chef du troupeau. L'extrémité pointue de la corne sert principalement de défense contre les loups et les ours blancs, seuls ennemis mortels du bœuf musqué, hormis l'humain. Dans les hauteurs, au sud du Yukon, on peut difficilement observer les chèvres des montagnes car leur nombre est restreint. La plupart des 1400 chèvres vivent dans la région du parc national Kluane et sur les monts Mackenzie.
L'aire de répartition du cerf-mulet s'étend de l'Alaska jusqu'au Mexique. Son habitat est essentiellement constitué de forêts claires, mais en fonction de sa distribution, il s'est formidablement adapté à son milieu. Il occupe maintenant les prairies et les savanes jusqu'aux forêts montagneuses. Il se distingue du cerf de Virginie par ses bois plus droits et par la couleur de sa queue dont le bout est noir. Longévité 12 à 15 ans. Vue myope. Odorat très fin. Sabot large et fendu, offrant une bonne adhérence à la glace et à la roche lisse. Il existe 3 sous-espèces de caribou au Canada. Le caribou des bois, le caribou de Perry et le caribou de la toundra. Ce dernier constitue la majorité des effectifs de caribou et passe la plus grande partie de l'année dans la toundra de l'Alaska jusqu'à l'île de Baffin. Le caribou des bois est présent partout dans la forêt boréale canadienne, depuis la Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britannique. Il vit en hardes qui comptent entre 10 et 50 caribous, ce chiffre variant selon les saisons. Le caribou s'alimente de lichen qu'il repère grâce à son odorat très développé. Quand la saison est favorable, il se nourrit de feuilles d'arbustes, de fleurs et de graminées. Parmi les prédateurs du caribou des bois, on retrouve le loup gris et l'ours noir, mais l'homme est son principal ennemi. Les chasseurs peuvent facilement attirer un caribou dans un traquenard en abusant de sa très grande curiosité. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage. Comme beaucoup de chercheurs d'or, nous n'avons pas réalisé tous nos rêves, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. À y regarder de plus près, bien peu de ces aventuriers avaient de quoi se réjouir. Quelques-uns seulement avaient trouvé de l'or, et seul un bien petit nombre avait su le conserver. Nos voyageurs ont suivi les traces de ces chercheurs d'or. Ils ont parcouru le pays en tous sens, passé de longues journées au flanc des montagnes, au bord des lacs ou des rivières. C'est dans cette immensité qu'ils ont compris ce que les hommes avaient découvert à l'époque de la ruée vers l'or. L'aventure, la solidarité et l'amitié. Et ça vaut tout l'or du monde. Bien plus qu'une pépite. Après réflexion, oui, nous avons trouvé un bon filon qui restera dans ma mémoire, avec le bonheur d'avoir pu le partager avec Marie-Josée et nos compagnons de voyage. Laissez-nous rêver encore un peu. Pour le plaisir, on s'offre un dernier regard sur la chaîne des Rocheuses avec son point culminant, le mont Logan, qui côtoie les 6050 mètres d'altitude. Sur chaque siège, il y a un petit sac blanc, si jamais vous voulez...
bien cordialement, René Widmer.